Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie, si vous le voulez bien. Au sommaire aujourd'hui, nous ferons le bilan touristique de ces fêtes de fin d'année. Les hôtels ont-ils eu une activité satisfaisante? D'où viennent les touristes qui ont décidé de passer ces vacances ici et quels sont les plans d'action prévus pour 2021? Pour y répondre, je serai avec le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Un chapiteau s'est installé sur l'esplanade du Grimaldi Forum. À l'intérieur, un cabaret de cirque contemporain mélangeant acrobatie, danse, comédie, théâtre et musique live. Ce spectacle nous vient tout droit de Londres et s'appelle Bohémia, à découvrir de vendredi à dimanche. Mardi, le gouvernement a annoncé l'interdiction de la pratique du sport en milieu fermé pour au moins 3 semaines. En revanche, les coachs sportifs peuvent dispenser des cours limités à une personne. Nous aurons avec nous Romain Salvati, un coach sportif qui nous apportera son témoignage sur la situation. Et enfin, nous irons à la roseraie Princesse Grasse où les jardiniers commencent déjà la taille des rosiers. C'est en hiver que tout se prépare si vous voulez avoir de belles fleurs au printemps. Nous en profiterons pour vous donner quelques conseils à mettre en pratique sur votre terrasse ou votre jardin. Mais comme je viens de le dire, dans les titres, nous débutons cette édition avec un bilan concernant ces fêtes de fin d'année avec le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Fabien. Nous avons laissé passer quelques jours, le temps de préparer ce bilan touristique. Quel est-il justement? Quel est votre constat? Comme je vous dis depuis le début de la crise, malheureusement, j'ose pas dire de bonne facture ou de bonne composition, mais Monaco a été extrêmement attractive. Nous avons parlé avec la présidente Alberte Escande de l'Association des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui nous confirmait que les restaurants étaient en pleine charge pour les fêtes de fin d'année, mais quand on dit fêtes de fin d'année, bien entendu, en parlant de restaurants, on parle essentiellement du jour de l'an. Les hôtels, quant à eux, ont eu une belle montée en charge sur la fin d'année, donc un peu plus que juste le 31, mais sur les quelques jours autour du 31, avec des hôtels qui ont pu dépasser les 70-80% de taux d'occupation. D'accord. Et on a une idée de ce que ça a donné au niveau annuel, au niveau du remplissage des hôtels, ce qu'a donné un peu le tourisme annuellement? Oui, on a des données donc, sur le mois de décembre et sur l'année. Donc, le mois de décembre, lui, a été marqué par l'absence d'un tourisme d'affaires, un tourisme groupe en début de mois, mais qui au final, il a été très impactant sur la fréquentation, sur l'occupation, a été très différemment ressenti par les hôtels. Certains peuvent afficher un résultat financier proche de celui de l'année dernière, ce qui montre bien que la deuxième partie du mois, la partie loisirs, a été très importante pour de nombreux hôtels. Mais c'est ce que je répète depuis le début de la crise, la situation est extrêmement différenciée selon les établissements. En termes annuels, on arrive à un total de 58% de chambres vendues en moins. Donc ce qui est quand même un résultat, alors on ne va pas dire inespéré parce que c'est quand même catastrophique, 58% de fréquentation en moins, mais on pouvait s'attendre à encore beaucoup moins, vu l'été sans les visiteurs extra-européens et un automne et un hiver sans tourisme d'affaires. On connaît les provenances, les nationalités des touristes qui sont venus fêter, enfin fêter c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas venus pendant ces vacances de fin d'année? Alors, sur les vacances de fin d'année, on n'a pas encore le détail. On a reçu des hôteliers, mais on n'a pas encore pu traiter l'ensemble des données. Mais sans surprise, on va être essentiellement sur une clientèle de proximité, c'est-à-dire française, suisse, italienne, allemande, avec une forte proportion de Français. Quelles sont les actions qui ont été menées par la direction du tourisme et des congrès pour attirer du monde en cette période, par exemple? Ça a beaucoup été traité par les médias, c'est attirer du monde, mais comme on le disait précédemment, dans des conditions, non pas idéales, mais dans les conditions qui sont les nôtres actuellement et qui respectent la protection sanitaire de chacun. Aujourd'hui, dans les médias français, essentiellement, on sait que Monaco est ouvert, que le traitement de la crise sanitaire est relativement bon. Donc c'est sur ce message-là que s'appuie la direction du tourisme et que s'appuie l'ensemble de nos bureaux de promotion à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez engager au niveau de la direction du tourisme et des congrès pour 2021? On a prévu des campagnes de marketing, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, avec une souplesse évidente pour pouvoir les démarrer à partir du moment où les clients vont être réceptifs à ce message.
Parce que le meilleur exemple, c'est prévoir une campagne en Angleterre aujourd'hui, alors que l'Angleterre vient de décider d'un confinement complet jusqu'à mi-février. Ouais. Il n'est pas possible d'envoyer un message commercial à ce moment-là. Mais par contre, il faut construire ce message et être prêt à le déployer dès que les marchés s'ouvrent. C'est un peu le même discours que nous tenions au mois de mai, en fait. Faire preuve de réactivité, tout simplement. Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Fabien. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans ce journal. La culture fait acte de résistance à Monaco. C'est l'un des rares pays qui a autorisé les artistes à continuer de se produire en respectant, bien entendu, des protocoles sanitaires stricts. 8 Star Monaco et la compagnie londonienne The Black Cat Cabaret ont eu l'idée de proposer un spectacle inédit à Monaco sous une tente éphémère. On vous retrouve Alexandra Pani sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Oui, Bohémia, c'est un cabaret de cirque contemporain qui va se dérouler sous cette tente vintage tout en bois qui se situe derrière moi. 12 artistes seront présents sur scène. On va aller tout de suite à leur rencontre. 7 acrobates, 4 musiciens et une maîtresse de cérémonie inoubliable pour une soirée aux accents londoniens. Un véritable esprit cabaret a été recréé sous cette tente vintage où le public sera installé autour de tables. On voulait quand même garder l'esprit cabaret, on voulait garder les tables, on ne voulait pas que ce soit juste une salle de spectacle normale. On est dans un lieu atypique, ça n'a jamais été vu à Monaco. Il faut qu'on commence à relancer, il faut relancer la culture, il faut relancer les arts vivants. Et Monaco nous donne la permission de faire ça, donc pourquoi ne pas le faire ? 5 représentations sont prévues de vendredi à dimanche. En cette période difficile, il était essentiel pour ces artistes et techniciens que ce projet voit le jour. Et pour le public, ce cabaret offre une parenthèse à la fois poétique et burlesque. C'est très dynamique, très espiègle, coquin et un petit peu dangereux aussi. Nous avons des acrobates qui viennent de partout, des Britanniques, Autrichiens. J'en oublie, ils vont me tuer. Et un de Monaco, bien sûr. C'est avant tout très espiègle, ça donne l'impression d'un câlin. L'idée est de rassembler tout le monde. C'est une vraie communication avec le public. Vous l'avez vu, une belle soirée cabaret en perspective avec des acrobaties, de la danse, de la musique live et surtout beaucoup d'humour. Un beau message d'espoir pour la culture en général. Alors n'hésitez pas à venir réserver votre soirée. Moi, je vais encore profiter du spectacle. Non, vous en avez suffisamment profité, il faut revenir travailler maintenant. On passe à un point sur l'information avec vous, Frédéric Hélion. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a envoyé aujourd'hui une lettre de rappel aux familles. Le directeur de la DENJS, Isabelle Bonal, rappelle aux parents les mesures de sécurité à prendre en milieu scolaire pour lutter contre le développement de la pandémie de Covid-19. Dans cette lettre, elle rappelle qu'afin de préserver la sécurité de chacun, les enfants à partir de la classe de CP doivent porter le masque, ainsi que respecter les gestes barrières et éviter les attroupements devant l'établissement. Les enfants ne doivent pas être envoyés en classe s'ils ont plus de 38 de fièvre, s'ils développent des symptômes évoquant la Covid-19 ou en cas de contact à risque élevé sans masque avec une personne positive. Les Anges Gardiens de Monaco lancent un appel aux dons en ce début d'année. Toujours très active depuis 12 ans pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale et venir en aide aux personnes les plus démunies des communes limitrophes, l'association Les Anges Gardiens de Monaco lance un appel aux dons cet hiver pour sauver des vies. La somme récoltée permettra de payer les loyers pour éviter des expulsions, payer des factures d'électricité, acheter des sacs de couchage à Decathlon ou distribuer des repas. Le formulaire de don 2021 est à retrouver sur la page Facebook des Anges Gardiens de Monaco. On passe à la fermeture temporaire d'un établissement en principauté. Oui, le cinéma des Beaux-Arts a annoncé via sa page Facebook aujourd'hui sa fermeture jusqu'à nouvel ordre en raison d'un événement de dernière minute. On termine par du sport et du football. Les 10 matchs de la 18e journée de Ligue 1 se sont déroulés hier au soir et Monaco a parfaitement démarré l'année 2021. Très bonne opération pour l'AS Monaco qui s'impose 5-2 sur la pelouse de Lorient. Après 45 minutes équilibrées, ponctuées sur le score d'un but partout et d'une réalisation de 10-6. Les joueurs de Niko Kovac ont fait la différence en seconde période avec des buts de Golovin, excellent pour son retour, de Volland, Diop et Maripane.
Monaco profite de la défaite de Lille, du nul de Paris et de Rennes pour revenir à 2 points de la 4e place et à 6 longueurs du podium. Merci Frédéric. Puisque l'on parle de foot, le gouvernement princier a décidé dès mardi de faire fermer les salles de sport et les piscines, ainsi que l'interdiction plus généralement de la pratique du sport en milieu fermé. En revanche, les coachs sportifs peuvent dispenser des cours privés limités à une personne, que ce soit en intérieur ou en extérieur. C'est de cela dont nous allons parler. Nous sommes avec un coach sportif, Romain Salvati, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prodiguer votre enseignement, mais avec une seule personne. Comment vous le prenez? C'est gérable, c'est ingérable pour vous? C'est une adaptation. Il faut s'adapter. C'est vrai que là, les dernières restrictions sont tombées assez rapidement et ont été immédiates. Donc il faut tout retravailler son planning assez rapidement. Comment est-ce que vous retravaillez justement ce planning? Comment on essaye? On propose aux personnes qu'on entraîne des solutions alternatives. Si elles veulent bien faire par exemple de la visio, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc malheureusement, c'est des séances qui peuvent s'annuler dans notre planning. Sinon, on essaie de prendre les personnes en individuel comme c'est demandé. On respecte vraiment toutes les conditions sanitaires. Donc on nous dit une personne, c'est une personne. On s'adapte à la situation. Et vous comprenez cette mesure pour tenter d'éviter la propagation du virus? On peut dire qu'on la comprend dans un sens. Le but, c'est vraiment que toute la population s'en sorte. Donc après, réellement vous dire si je suis capable de donner le pour ou le contre de cette décision, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que c'est les personnes qui nous dirigent sont là pour ça. Depuis mars dernier maintenant, si vous deviez faire un bilan, comment se porte votre activité de façon plus générale? Comment le virus a impacté la profession de coach sportif? Je vous pose la question parce que vous faites partie d'un syndicat de coachs. Comment ça s'est passé pour les coachs de façon générale, cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, elle a été difficile. Vraiment, ça a été contraignant. C'est dans le sens où je pense que si je peux parler à l'ensemble des coachs et des intervenants dans le sport au niveau de la principauté, on a quand même été impacté à 50%, je pense, de chacun de notre chiffre d'affaires. Le fait de nous avoir enlevé les séances en groupe, de nous diminuer aussi les horaires, c'est-à-dire le couvre-feu. En tant que coach sportif, on travaille souvent à des heures jusqu'à 22, 23 heures. Donc au niveau du chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qu'on peut appeler d'excellent. Maintenant, on a la chance et on est suivi par le gouvernement et le Conseil national. Et c'est pour ça que je peux rebondir sur le syndicat. On a la chance d'avoir un syndicat qui est très actif et en corrélation avec le gouvernement et le Conseil national. On peut avoir des aides. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, certains coachs font appel à des applications telles que Zoom, par exemple, pour pouvoir coacher à distance. Vous avez dit que tous vos clients ne l'acceptaient pas. Comment ça se passe de façon générale? Vous l'utilisez, ce système de vidéoconférence? Alors, je l'utilise vraiment très peu, dans le sens où, comme je vous dis, un coach sportif vraiment, on va dire, individuel, c'est une personne qui au quotidien s'occupe de son client et il le connaît par cœur. Et dans le visuel, dans le rapprochement, entre guillemets, si je pourrais dire rapprochement, c'est-à-dire à distance de visuel en direct, on peut voir les défauts et on peut avoir un contact direct, bien évidemment en respectant les distances sanitaires. Mais le fait d'être là et de voir la personne et d'avoir un dialogue, c'est plus facile. En visioconférence, déjà, il y a l'axe il est difficile, on ne peut pas tout voir. Les gens n'aiment pas trop parce qu'il y a des problèmes de connexion souvent. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Mais ça change la façon d'exercer le métier de coach sportif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à régler des erreurs de position, par exemple, de la personne que vous coachez? C'est délicat. La plupart du temps, ils sont en train de régler toujours leur téléphone pour qu'on les voie le mieux possible. Mais les angles ne sont pas toujours bons, il n'y a pas toujours la distance dans leur appartement. Donc c'est pas facile. Moi personnellement, en tant que coach sportif extérieur la plupart du temps, le visio, c'est pas mon dada. C'est vraiment, comme je pourrais dire aujourd'hui, vraiment un minimum de mon activité, juste pour essayer de garder le contact avec ma clientèle. Moi, j'ai besoin d'un conseil, si vous me le permettez, parce que depuis la crise sanitaire, on n'a plus
forcément l'occasion de faire du sport. Moi, par exemple, je faisais un sport collectif, je pratiquais un sport collectif. Depuis le mois de mars, je fais quasiment plus rien, c'est un désastre. Quel est le conseil que vous pourriez me donner ou que vous pourriez donner aux téléspectateurs pour continuer à se maintenir en forme? Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est rester en contact avec votre coach. C'est celui qui vous connaît. Si vous avez un entraîneur, un coach, je parle de coach parce que je suis coach, mais peu importe le nom qu'on peut donner à l'entraîneur, contactez-le, discutez avec lui. C'est lui qui connaît vos problèmes, c'est lui qui connaît vos caractéristiques, il va pouvoir vous conseiller. Après, je vais vous parler comme la plupart des gens vous parlent. Mangez sainement, bougez le plus possible, prenez l'escalier, évitez le canapé. C'est tous les petits conseils qu'on peut donner au quotidien. J'ai eu un petit nom du doigt d'un certain caméraman qui n'aime pas le sport. Mais qui aime bien son canapé, certainement. Qui aime bien son canapé, donc ouais, c'est ce que je disais. Donc, il vaut mieux plutôt prendre les escaliers que garder le canapé. C'est des conseils qu'on donne à tout le monde. Mais c'est vrai, mais qui sont censés, effectivement. Ouais. Mais qui sont censés, parce que la logique, c'est de bouger. Plus on bouge, mieux on se sent. C'est quoi? C'est un quart d'heure par jour? C'est une demi-heure par jour? Qu'est-ce qu'il faudrait faire chaque jour? Le quart d'heure, c'est vraiment un minimum. Après, si vous avez le temps, vous pouvez passer à 1 heure d'entraînement. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est une question de quotidien et de mise en place. Tout le monde sera censé pouvoir s'entraîner au moins une demi-heure dans sa journée. Ça serait l'idéal pour toute la population. Romain Salvati, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Vous avez peut-être un rosier sur votre terrasse ou votre jardin et vous n'avez pas forcément la main verte. Eh bien, sachez que si vous voulez avoir de belles roses au printemps, c'est en hiver que tout se joue. Vanessa Dessy, vous êtes du côté de Fontvieille, à la roseraie Princesse Grasse, pour nous dévoiler quelques astuces. Et oui Fabien, et c'est au mois de janvier que l'entretien des rosiers est important. Une surveillance régulière et quelques soins attentifs permettent une belle floraison. Avec des conditions climatiques idéales en principauté, toutes ces variétés ont la faculté de fleurir plusieurs fois dans l'année. Mais le mois de janvier reste la période parfaite pour un repos bien mérité. C'est la période où la plupart des variétés qui sont présentes à la roseraie sont en fin de floraison. Et puis c'est une période où on favorise la taille à ce moment-là, puisque nous, sur la roseraie, on leur demande énormément à nos plantes. On leur demande de fleurir pratiquement 11 voire 12 mois par an. Donc il faut qu'on les taille à cette période-là pour qu'ils puissent emmagasiner un peu de froid et pouvoir repartir au printemps plein d'énergie et nous assurer une floraison la plus intéressante possible. Le rosier reste incontournable sur les balcons monégasques. Plantation, entretien, bouture et taille, les gestes à adopter sont simples. Sur les tiges, on arrive à compter le nombre de bourgeons. Donc à partir de là, on laisse 3, 4 ou 5 bourgeons suivant la vigueur de la plante. On essaie d'aérer au maximum le rosier, c'est-à-dire qu'on enlève généralement les branches qui partent dans le centre. On privilégie tout ce qui est un peu en périphérie pour que l'air puisse circuler et pour que les maladies cryptogamiques ne soient pas trop agressives. Et puis après, on les surveille. Et lorsqu'on a des rosiers en pot, il faut penser à les arroser, même l'hiver, même s'il n'y a pas de feuilles, même s'il n'y a pas de bourgeons, parce qu'elles ont quand même une activité racinaire qui persiste et elles ont toujours besoin d'eau. Les 5000 m² de la roseraie Princesse Grasse permettent de découvrir plus de 300 variétés de rosiers, représentant 6000 pieds répartis en 7 thèmes. Et une borne interactive permet aux visiteurs d'en savoir plus sur chaque rosier grâce à un système QR code disposé sur chaque plaque. Restons connectés, Vanessa, même dans les jardins. Quel temps va-t-il faire ce vendredi? Voici le point météo. Retour du soleil, Fabien, avec une matinée bien ensoleillée. Quelques nuages apparaîtront dans l'après-midi, sans grandes conséquences. Côté température, il fera bien frais, 2 degrés le matin et 7 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h02 pour se coucher à 17h11. Vendredi 8 janvier, nous fêterons les Luciens. Merci Frédéric. On se quitte avec les photos du jour, signées Michael Alési et consacrées au spectacle Bohémia que l'on vous a présenté un peu plus tôt dans ce journal. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à moi, vous pourrez me retrouver pour une prochaine édition ce vendredi 19h. Au revoir et surtout, portez-vous bien.